Gabriel Gaumont est le secrétaire de la section PCF de Yvette, et il est par ailleurs responsable national du secteur LGBTI+, je ne l'ai pas oublié, ça va bon, du Parti communiste. Présenter ce sujet qui, en fait, je ne pourrais pas dire que c'est un sujet tout neuf pour le Parti communiste, mais on ne peut pas dire non plus que ça faisait partie de ces combats essentiels il y a une dizaine d'années. Je ne parle pas d'il y a une cinquantaine d'années. Le PCF, il évolue avec la société, et en même temps, il cherche à faire évoluer la société. En même temps, je pense que Gabriel montrera en quoi le combat contre les discriminations LGBTI+, s'inscrit dans un combat global contre toutes les discriminations et ne concerne pas uniquement les personnes qui peuvent être sujets à ce type de discrimination. La parole à Gabriel, c'est lui qui connaît le sujet, c'est pas moi. Merci François, merci à toutes et tous d'être venus, et je suis vraiment très content de pouvoir faire une conférence ici, mais un peu stressé, parce que mine de rien, c'est toujours un petit peu plus stressant de présenter quelque chose à des gens qui vous connaissent, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Et puis un peu stressé aussi, parce que d'habitude, quand je fais des formations dans des fédérations ou auprès d'entités, ces formations durent 4 heures. Minimum. On va essayer de... François m'a prêté 45 minutes de votre temps, donc on va essayer de tenir le délai. Grand sujet que ces questions LGBTI+, que je suis donc particulièrement content de pouvoir vous présenter. Je vais articuler ma présentation en 2 temps. Premier temps, déjà parler du sigle LGBTI+, en lui-même, parce que déjà en lui, il a énormément de choses à dire. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura un petit peu posé quelques bases théoriques, eh bien, nous arriverons aux luttes LGBTI et leur place dans nos mouvements, dans nos luttes émancipatrices. Tout d'abord, le sigle LGBTI+, c'est un sigle que l'on voit fleurir un petit peu de plus en plus partout. C'est un sigle qui est tout d'abord historique. C'est un sigle qui se construit au fur et à mesure des luttes politiques et revendicatives, et ce serait très maladroit de ma part de ne pas citer que cette année, en 2019, nous sommes 50 ans après les émeutes de Stonewall, qui sont des émeutes qui ont été, qui se sont produites parce qu'il y avait eu une descente policière en 1969, fin juin 1969, dans une boîte gay aux États-Unis, et qui avait été le paroxysme d'un certain nombre d'actes LGBTI-phobes qui avaient été commis par ailleurs à cette période-là. Et donc, en fait, ces émeutes-là ont été les premières émeutes qui ont commencé à marquer des temps politiques forts de revendication pour le milieu LGBTI+. New York, 1969. La situation est dramatique pour les personnes homosexuelles, considérées comme des malades mentaux et discriminées. The homosexual has somehow or other become fixed or limited in his development at the immature level of psychological growth. Ce sigle est historique pour la simple et bonne raison qu'il s'est construit avec l'histoire. En fait, les luttes LGBTI+, elles ont commencé par le L. Les luttes lesbiennes, elles sont apparues à la fin des années 60. En fait, c'était au cours de la seconde vague des féministes radicales qui voyaient dans les revendications portées par la cause lesbienne un combat contre le sexisme et l'hétérosexualité comme construction sociale. Donc en fait, les luttes lesbiennes elles datent de la fin des années 60. Juste après, les luttes homosexuelles hommes, les luttes gays sont apparues 2 ans après. Ensuite est venue la lettre B. Le courant bi est né au cours des années 90, le courant revendicatif bisexuel. Début des années 2000, eh bien, nous avons eu les premières associations trans qui ont commencé à se constituer très fortement et avoir des revendications propres à la question de la transidentité. Et courant 2015-2016, eh bien, il y a eu des fédérations de personnes intersexes qui se sont montées. Et en fait, petit à petit, on rajoute des lettres LGBTI, mais je reviendrai sur est-ce qu'on s'arrêtera un jour d'en rajouter ou pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ce sont des luttes qui sont plutôt récentes dans le paysage politique. Au fond, elles sont apparues politiquement au courant des années 60. Et elles suivent les évolutions législatives de notre système. Quelques dates à ce propos. J'en ai mis que quelques-unes.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la dernière exécution d'un couple homosexuel a été faite en 1750. Voilà, c'est une donnée assez intéressante. Et juste après la Révolution, en 1791, eh bien, le crime de sodomie a disparu du nouveau code pénal, et donc c'était la dépénalisation de l'homosexualité, concrètement. Et chose étonnante, en fait, quand je fais des conférences et que je ne donne pas toutes les réponses d'un coup, quand je demande à la foule de quand date la pénalisation de l'homosexualité en France, bah on me dit souvent 1300, 1200, 1400. Non, non, en fait c'est sous le régime de Vichy que la pénalisation en France est revenue. Donc c'est en 1942, c'est l'extrême droite pétainiste qui, poussée par vous savez qui évidemment, a repénalisé l'homosexualité, et ça a perduré bien après Vichy en fait. En 1960, il y a un député de Moselle tristement célèbre qui s'appelle Mirguet, donc un député de Moselle, qui, à l'occasion d'une loi contre l'alcoolisme et le proxénétisme, s'est dit qu'en fait on pouvait intégrer l'homosexualité dedans. Hein. Et donc cette loi, en fait, il a fait un amendement où il a réussi à glisser que dans la loi était inscrit que l'homosexualité était un fléau social. Voilà, 1960. C'est tout récent. Et donc il a fallu attendre 1982 pour la dépénalisation de l'homosexualité, mais dépénaliser, ce n'est pas lutter contre les discriminations qui vont avec, et donc il a fallu encore attendre 3 ans pour avoir les premières lois de lutte contre les discriminations. 99 le Pax, et puis après le mariage pour tous, et tout ça qui sont venus. Et donc en fait, c'est plutôt intéressant de voir que les luttes LGBTI, en fait, elles sont apparues avec un certain nombre d'évolutions législatives. C'est quand les lois en fait ne garantissaient pas l'égalité des citoyens qu'au final, il y a certains citoyens qui ont commencé à se constituer, à avoir des revendications et à pousser. C'est plutôt intéressant. Donc un sigle historique, mais c'est un sigle qui a du sens. Et alors là, c'est la partie un petit peu délicate où il va pas falloir. Enfin, je vais employer des mots qui sont exact, parce qu'on a besoin d'être exact dans cette partie, et donc ne vous faites pas peur si je vous dis le mot pénis ou le mot vagin, parce qu'il faut être exact et précis dans ce domaine-là. Le sigle LGBTI, c'est un sigle qui est fort de sens. En fait, je vais vous expliquer les lettres une par une, et puis après on fera une petite synthèse. Donc, les lettres LGBTI. Quand on est au début, quand aucun nourrisson arrive au monde, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pose sur une table, on écarte les jambes, on dit « Ah, votre fils, c'est un homme. Votre fils, c'est une femme. » Bon, c'est très bien. C'est très bien. Et puis on grandit, et tout ça. Et puis moi, quand je suis arrivé au collège, je me souviens, mes cours de biologie, on nous apprenait, c'était page 57. J'ai retrouvé le livre, c'était page 57. Voilà, la race humaine est composée d'hommes et de femmes, et tout le monde, à l'époque, tout le monde était content, on se disait super. Super, oui, ça va de soi, oui, tout à fait. Mais en fait, c'est quoi un homme? Bon, en général, quand j'ai le temps dans une conférence, on fait un petit jeu, on fait des post-it, on fait des tableaux, c'est quoi un homme? Bon, ok, bon, là, on n'a pas le temps. Et j'ai tout un tas de réponses. Oui, c'est quelqu'un qui a un pénis. Bon, ok, d'accord. C'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui a des poils. Bon, ok, on y va, tous les stéréotypes y passent. Et en fait, à la réponse, c'est quoi un homme? Eh bien, l'humanité a mis longtemps à répondre, en fait. C'est pas forcément quelqu'un qui a un pénis. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'il nous est toutes et tous arrivé un jour de se retrouver devant notre glace, en repensant à quelque chose qu'on avait fait, et de se dire « Ah ouais, mais je suis un homme, mais ça c'est pas trop un comportement d'un homme. » Ou alors je suis une femme, c'est pas trop le comportement d'une femme. Et on a toujours un petit décalage par rapport à ce que l'on attendrait de nous en tant qu'être social. On nous dit « Toi tu es un homme ». Et donc, comme tu es un homme, tu dois réagir comme ci, comme ça. Ou alors, toi, tu es une femme, tu dois réagir comme ci, comme ça. Et en fait, notre propre expérience nous montre que, finalement, on ne correspond pas toujours aux stéréotypes genrés que l'on nous a assignés à la naissance. Et bien, en fait, c'est parce que derrière le mot « homme », en fait, il y a deux choses. Il y a la question physique, avoir un pénis, ou avoir un vagin pour être une femme, et de l'autre côté, un individu social, un ensemble de traits de caractère. Un homme, il doit être fort, il doit être valeureux, il doit être courageux. Une femme, oui, ça doit s'occuper de la cuisine, des enfants, enfin bon, voilà, vous connaissez les stéréotypes de genre. Et bien en fait, quand on parle comme ça, on dit c'est un homme, c'est une femme, on différencie pas vraiment les deux choses. Et pourtant, ce sont deux choses qui sont
différentes. Il n'y a aucune raison que parce qu'on a un pénis, on doit avoir ceci, cela comme caractéristique de comportement, et il n'y a pas de raison que quand on est une femme, on doit correspondre au stéréotype qui nous est accordé. C'est bien qu'il y a deux choses. Il y a le sexe biologique d'un côté, donc le sexe physique, ce que l'on a entre les jambes, le sexe, point. Mais il y a aussi tout l'ensemble des comportements sociaux qui sont véhiculés par les stéréotypes de la société. Donc un homme, ça doit correspondre à tel comportement, tel et tel. Ça, c'est un sexe qu'on définit plutôt comme social. D'un côté, on a le sexe physique, qui est le sexe tout court. De l'autre côté, on a le sexe social, qui est le genre. Vous savez, le fameux genre, celui qui est censé être une théorie, le genre. Ben, en fait, c'est pas vraiment une théorie, parce que j'ai oublié de vous préciser en introduction, je vous le redire en introduction, mais tout ce qu'on dit ici est corroboré par le vivant. Il y a des individus qui ressentent la différence véritablement, et du coup, théorie du genre, en fait, c'est pas une théorie, en fait, c'est pas remettable en cause. Il y a le genre d'un côté, l'ensemble de l'être social que nous sommes, masculin, féminin, et il y a le sexe biologique, homme-femme, de l'autre. Et donc, du coup, bah, souvent, il nous arrive de correspondre plus ou moins au sexe biologique que l'on a. C'est-à-dire, moi, je suis né avec un pénis et grosso modo, j'ai tous les traits d'un homme, donc je suis un homme. Ok. Je suis né avec un vagin, je corresponds à tous les traits de stéréotype d'une femme, je suis une femme. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas de raison, en fait, de correspondre totalement à son stéréotype de genre. Et donc, du coup, eh bien, il y a des personnes pour qui ça ne correspond pas. Il y a des personnes pour qui ça ne correspond pas. Qui sont nées avec un pénis, on leur a dit dès la naissance, toi t'es un homme, mais en fait, au ressenti, ils ne se sentent pas masculins du tout. Ils ne se sentent pas masculins du tout. C'est-à-dire qu'on leur dit, toi t'es un homme, tu dois être comme ceci, comme ceci, comme cela, et au final, on ne se ressent pas du tout comme tel. Et inversement, si on est femme et que l'on se sent homme. Eh bien ça, c'est ce que l'on appelle la transidentité. C'est le fait de ne pas se sentir conforme, de ne pas être conforme au stéréotype de genre que l'on voudrait nous voir attachés au regard de notre sexe. C'est-à-dire, eh bien, je suis né avec un pénis, mais je ne me sens pas masculin. Ou pas entièrement masculin. Je suis né avec un vagin, mais je ne me sens pas entièrement féminin. C'est ça être trans. Petit mot de précision, ne se dites surtout pas, du coup, transsexuel. Transsexuel, ça voudrait dire que c'est une sexualité. Or, ce n'est pas une sexualité d'être trans. C'est comment est-ce que l'on se ressent. Quel est l'être social que nous sommes. Comment est-ce qu'on se définit soi-même. Et je dirais même qu'en fait, c'est ce qui compte comment on se définit. Ce n'est pas notre corps qui doit nous définir. C'est la manière dont, justement, on se vit, la manière dont on se ressent, qui devrait nous définir, à mon sens en tout cas. Et donc du coup, dites surtout pas transsexuel, sinon vous allez faire taper dessus. Dites trans, dites transgenre si vous voulez, transidentité si vous voulez un substantif, mais dites surtout pas transsexuel. Alors là, vous allez vous faire un sandwich. Bon, et donc en fait, c'est la raison du T. Le T ici regroupe justement toutes les luttes revendicatives liées à la transidentité, c'est-à-dire le fait de ne pas se reconnaître dans le fait de ne pas être totalement en adéquation avec le sexe biologique que l'on ressent, enfin que l'on a. Et la transidentité, c'est quand même quelque chose de, c'est quelque chose qui est vivace. Et voilà. J'oublie un truc important sur la transidentité que je dis toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, on a dit qu'on allait faire court, Bon, on va faire court, je glisserai dans les questions. Ok. Bon, ensuite, donc ça c'est les questions d'identité de genre. Donc c'est le petit t. On va venir maintenant au LGB. Ça aussi d'habitude, quand j'ai le temps, on fait des petits jeux, et c'est toujours très rigolo parce qu'on me dit toujours, oui, ça je connais, ça lesbien, gay, bi, je connais. Et donc quand je propose de me donner une définition de ce que c'est qu'être gay, souvent on me dit, oui, c'est un homme qui couche avec un homme. Oui, d'accord, mais vu ce qu'on vient de se dire, c'est quoi un homme, en fait? C'est l'individu physique ou c'est l'être social? Oui, c'est une vraie question. Mais sauf qu'ici, en fait, l'important, c'est pas comment est-ce que la société nous définit, c'est comment nous, on se définit soi-même. Donc en fait, la définition d'être gay, c'est pas un pénis qui couche avec un autre pénis. C'est quelqu'un qui se définit comme homme, qui a des relations sexuelles avec quelqu'un qui se définit comme homme. Pour la plupart en général, ça se passe bien. La plupart des cas, ça se passe bien, parce que tout le monde, il y a une grande partie de la population qui est en adéquation avec le sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Mais, ceci dit,
comme on part sur l'être social, et bien du coup on peut avoir des personnes qui se définissent comme hommes, qui n'ont pas de pénis, et qui ont des relations homosexuelles du coup avec quelqu'un qui peut avoir un pénis et qui se définit comme homme. Donc on peut avoir un vagin et être gay quand même. Tout simplement. Parce que l'important c'est la manière dont on se définit, et pas la manière, et pas le corps que l'on a. Et donc du coup, c'est la même chose sur les lesbiennes. Les lesbiennes, c'est pas un vagin qui couche avec un vagin, c'est une personne qui se définit comme femme, qui va coucher avec une personne qui se définit comme femme. Point. Et les bi, eh bien les bi, ça c'est il y a une indifférence sur la façon dont la personne avec qui on couche se ressent. Donc LGB, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça pourrait paraître. Tu as une question, Sacha? Oui, non, tu disais relations sexuelles, pas forcément sexuelles pour les gays, les bisexuels et ou amoureuses. Oui, alors, si tu as une question sur orientation sexuelle et orientation romantique, on pourra y arriver dans la deuxième partie. On m'a dit qu'il fallait économiser le temps, alors j'économise le temps. Ça, je sais pas si tu dis économiser le temps, c'est qu'il ne faut pas que son exposé soit déstructuré. Oui. Et après, on laissera une très large place au débat. Hein. Oui, oui. Donc, première chose, l'identité de genre, la manière dont les individus se définissent eux-mêmes, les individus se ressentent. Est-ce que je me sens femme? Est-ce que je me sens homme? Première chose. Deuxième chose, orientation sexuelle, ici. Et donc, en fait, on voit que le sigle LGB, d'abord, c'est orientation sexuelle, ensuite identité de genre, ensuite I. Je passe un peu vite, mais si vous avez des questions après, j'y reviendrai. I, pour personnes intersexes. Alors ça, c'est quelque chose qui est surprenant au début, et pourtant c'est totalement troublant. Personne intersexes. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? Il se passe que quand on regarde ce qu'il y a entre les jambes du nourrisson, on dit voilà, c'est un garçon, c'est une fille. Ok, très bien. Mais comme... Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire dans l'identité de genre. Je reviens sur T parce que là c'est important là. Alors, l'identité de genre. L'identité de genre, donc il y a l'identité de genre masculine, l'identité de genre féminine. Comment est-ce que je me ressens? Est-ce que je me sens masculin? Est-ce que je me sens féminin? Ok. Mais le fait d'être trans, ce n'est pas de dire j'ai un pénis, mais finalement je me sens uniquement de l'autre côté, je me sens totalement féminin. Et ce n'est pas non plus je suis né avec un vagin, je me sens totalement de l'autre côté, je me sens masculin. Être trans, c'est dépasser le sexe physique qu'on nous a assigné à la naissance, c'est-à-dire pas se sentir conforme à ce qu'on a entre les gens, en termes de comportement social. Mais ça ne veut pas dire qu'on tombe dans l'excès inverse, on se définit totalement comme étant de l'autre genre. Et donc en fait, la nature elle a un petit peu horreur du vide, il y a tout type de genre qui existe au milieu, il y a, si vous voulez, il y a masculin, il y a féminin, et au milieu il y a tout un tas de genres qui existent, et on n'est pas obligé de se définir dans un genre tout entier. Par exemple, eh bien, on peut se définir à genre, c'est-à-dire qu'on se sent ni masculin, ni féminin. Voilà, par exemple. Ou il n'y a aucune raison aussi que la manière dont on se définit, le genre dans lequel on se définit, soit quelque chose de statique. Ça évolue dans le temps, mais ça peut évoluer aussi très rapidement et dans l'espace. Ça s'appelle le genre fluide. Le genre fluide, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que le genre change en fonction, selon l'espace et selon le temps. Ça a l'air un petit peu étrange au premier abord. J'aurais bien aimé qu'une camarade ici vienne, je l'avais invitée, mais elle ne pouvait pas venir ce soir. Nous avons, nous, dans notre commission, dans notre bureau national, une camarade qui s'appelle Vincent Victoria Strobel, qui est une personne trans, justement, qui est une personne trans, et en fait, elle a un genre fluide spatial. Il faut le voir, hein, faut le voir. J'aurais vraiment aimé qu'elle soit là. Mais typiquement, en fait, son genre, la manière dont elle se définit, dépend du moment dans lequel elle est. Au travail, Vincent se définit comme un homme. Voilà. Mais par contre, dans l'association qu'elle préside, elle se définit comme une femme. Est-ce que moi j'ai à juger que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est sain ou que c'est pas sain? Non, c'est la manière dont elle se définit. J'ai à le prendre en compte. Et donc le genre, en fait, on n'est pas obligé d'être dans une case de genre pour pouvoir se ressentir et pouvoir se construire une identité. Ça, c'est une chose. Eh bien, la personne intersexe, c'est la même chose du côté du sexe. Quand on regarde ce qu'il y a entre les jambes du nourrisson, eh bien, il y a tout un tas de personnes pour qui on peut dire ah, ça c'est un garçon, j'en suis sûr. Il y a tout un tas de personnes de nourrissons, quand on regarde ce qu'ils ont entre les jambes, on peut voir ah ça c'est une fille, j'en suis sûr. Mais pareil, là aussi, il n'y a aucune raison qu'il y ait soit que des garçons, soit que des filles. En fait, il y a des nourrissons qui naissent
Ou quand on regarde ce qu'il y a entre les jambes, ben, on ne sait pas forcément. On sait pas forcément. Et alors ça c'est très très rigolo, j'ai pas de vidéoprojecteur ici, mais j'aurais pu vous le montrer. Il y a certains chirurgiens de maternité qui, il y a un siècle et demi, ont inventé une petite réglette, tout comme ça, qui sert à mesurer ce qu'il y a entre les jambes du nourrisson. Donc il y a une partie bleue, c'est la partie longue, c'est quand c'est long, c'est un garçon. Hein. Puis évidemment, il y a une partie rose, quand c'est court, c'est une fille. Mais tout au milieu, eh bien, il y a une partie grise. Une partie grise où en fait, on ne peut pas déterminer à la naissance tout de suite si ce sera un individu de sexe masculin ou un individu de sexe féminin. Et il s'avère que des fois, en grandissant, on ne sait pas plus toujours définir le sexe de cette personne, si ce sera un garçon ou une fille. Et bien ça, ce sont des personnes qui s'appellent les personnes intersexes. Ce sont des personnes dont on ne peut pas trouver le sexe biologique de façon tout à fait certaine. On ne peut pas les mettre dans une case, lui il est de sexe masculin, lui il est de sexe féminin. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème. Des intersexes, des personnes LGB et des personnes T, il y en a eu depuis la nuit des temps. On a des traces de personnes intersexes qui ont vécu il y a de cela très très longtemps. Les personnes intersexes, ce ne sont pas des personnes hors du commun. Enfin, elles ont les mêmes maladies que nous, elles ont les mêmes espérances de vie que nous, elles ont les mêmes vies que nous. Sauf que, eh bien, pour elles, on ne sait pas dire si on peut les ranger dans une case, garçon ou fille. Voilà. Le seul problème là-dessus, en fait, eh bien, c'est que ces personnes intersexes, elles se font opérer à la naissance. Parce qu'il y a une doctrine, on a longtemps enseigné aux chirurgiens pédiatres qu'il fallait absolument mettre tous les nourrissons dans une case. Et bien, ce qui fait que les nourrissons intersexes, pour leur extrême majorité, on les opère. On les opère à la naissance pour bien les rendre conformes à un sexe. Donc, c'est-à-dire que, tiens, lui, ah ouais, c'est un peu plus proche de garçon que de fille, donc on va t'opérer, on va te mettre des hormones, et il y a tout qui va se développer pour que tu sois un garçon. La même chose du côté des filles, évidemment. On a rencontré, nous, au bureau de la commission LGBT, un intersexe d'une quarantaine d'années, qui, entre ses 0 et 6 ans, s'est fait opérer 32 fois. 32 fois. Parce qu'il était né dans un corps de femme, mais en fait était intolérant aux hormones féminines qu'il produisait. Donc du coup, il fallait le rendre conforme au garçon. Donc il a fallu lui couper les hanches, refaire les fesses, les fesses à la naissance, les seins aussi, enlever toutes les cellules qui pourraient pousser. Il a fallu retirer un petit peu tout. 32 opérations. Vous savez, on aime bien souvent dénoncer l'excision des jeunes filles en Afrique, dire que c'est mal d'opérer les nourrissons et que c'est un scandale, ce sont des mutilations. Mais en France, ça se passe chez nous. 32 opérations entre 0 et 6 ans, alors que cette personne, elle aurait pu se développer tranquillement, sans l'aide de personne, sans besoin particulier. Elle n'était pas malade plus que ça. Elle aurait pu se développer telle qu'elle. Mais non, on a choisi de la mutiler et de la rendre conforme à quelque chose qu'elle n'est pas. Ça, si c'est pas un motif de combat, je ne sais pas trop ce qui pourrait être un motif de combat. Et les personnes intersexes, jusque-là, pour l'instant, on a gardé le flou là-dessus. Vous savez, je suis prof de maths, mais j'ai horreur des statistiques, parce qu'on peut leur faire dire tout et leur contraire. C'est un prof de maths qui vous le dit, croyez-moi. Je suppose que vous connaissez tous une personne rousse dans la salle? Oui, hein, il y a des personnes rousses. Vous connaissez tous une personne rousse? Oui, ça va. Eh bien, les personnes rousses, on sait qu'il y a 2% de la population qui est rouge. Les statistiques les plus sérieuses sur la population intersexe estiment qu'il y a environ entre 1,8% et 2% de personnes intersexes dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses. Donc statistiquement, si vous connaissez une personne rousse, vous connaissez une personne intersexe. Ça ne veut pas dire que la personne rousse est intersexe. Mais ça veut dire quand même qu'en France, rien qu'en France, ça ne concerne quand même pas un petit nombre de personnes. Ce sont des personnes qui ne le savent même pas forcément en fait qu'elles sont intersexes. Parce que se faire opérer à la naissance, on ne s'en souvient pas. Et souvent c'est un tabou familial. On ne veut pas avouer à son enfant qu'on l'a fait opérer à la naissance ou qu'il est né différent parce qu'on veut son bien et tout ça. Et parfois, ça arrive qu'on l'apprend parce qu'on se fait opérer. Et il y a un épisode très fameux de Dr House qui est là-dessus, où il y a une mannequin à un moment qui défile et qui tombe dans les pommes. On ne sait pas trop ce qu'elle a. Et en fait, quand on l'ouvre,
Bah, cette mannequin femme, en fait, elle était née avec des appareils masculins. Et elle a été opérée à la naissance parce qu'elle était intersexe et ils n'avaient pas détecté que ça allait pousser dans le bon sens côté garçon. Mais malheureusement, en fait, c'est une histoire, hein, c'est une série, mais en fait, ça se passe véritablement dans la vraie vie. Et aujourd'hui, encore, il y a des personnes intersexes qui découvrent à 30 ans, à 40 ans, qu'elles sont intersexes. Est-ce que vous imaginez, du coup, un peu le désordre dans la construction de l'identité que ça fait derrière? Et même, juste tout simplement, les personnes intersexes sont souvent des personnes qui s'excluent de la société elle-même. Les dégâts que ça cause, c'est juste gigantesque. Et donc, du coup, le mouvement intersexe a commencé à se constituer autour des années 2015-2016 et commence à avancer très fortement sur ses revendications. Donc c'est pas quand même une petite chose quand même, et nous en tout cas on y travaille. Quand les autres partis depuis 3 ans nous disent on va y travailler, nous en 6 mois c'était réglé, on a notre plateforme revendicative et on fait campagne. Voilà. Je tiens à le signaler. Donc LGB, orientation sexuelle. T, les questions, donc orientation sexuelle, les questions plutôt physiques, orientation sexuelle. T, identité de genre, la manière dont moi je me ressens, la manière dont je m'identifie. I, c'est les caractères morphologiques ici d'indifférenciation du sexe. Je sais pas trop, je ne peux pas dire si je peux être mis dans une case garçon ou dans une case fille. Et alors le plus, alors tant qu'on y est, on rajoute un plus, allez, soyons fous, puis après on rajoutera un point d'interrogation. Non, le plus, c'est, en fait c'est une relique de l'histoire. C'est une relique de l'histoire. Le mouvement LGBTI a beaucoup regardé ce qui s'est passé auparavant et a pris conscience qu'on a besoin des alliés, des amis de la cause LGBTI pour avancer et pour obtenir de nouveaux droits. Et en fait, le plus, eh bien, il va aller chercher toutes les personnes qui pourraient être compagnonnes de route et qui pourraient aller prêter main forte. Pourquoi? Tout simplement, j'ai 2 exemples assez faciles en tête. Par exemple, en France, s'il avait fallu attendre qu'il y ait des députés femmes pour voter le droit de vote des femmes, on serait encore, hein, voilà. Ou par exemple, s'il avait fallu attendre qu'il y ait des députés noirs aux États-Unis pour voter les lois contre les discriminations raciales, on y serait encore, hein, techniquement. Et puis ils n'auraient même pas pu avoir le droit de vote parce qu'ils étaient discriminés derrière. Vous voyez un petit peu le schéma. En fait, le plus, il a un premier sens qui est que le mouvement LGBTI, en fait, il est ouvert à toutes celles et ceux qui veulent y contribuer. Et c'est un vrai appel à toutes ces personnes-là. Mais il a un deuxième sens aussi, c'est que le plus, en fait, il veut parler de toute la forêt qu'on cache derrière les lettres LGBT et I. J'ai dit LGB, orientation sexuelle, d'un côté, mais en fait, il n'y a pas que ces luttes-là d'orientation sexuelle. Il y a les personnes asexuelles, il y a les personnes pansexuelles, je vous donnerai des définitions si vous voulez un moment. Asexuelles, pansexuelles, si vous voulez des définitions, je vous les donnerai. Et donc, il y a plein d'autres luttes sur l'orientation sexuelle qui existent. Le plus, il est là pour dire LGB, c'est historique, on garde les lettres. On ne va pas en rajouter plus parce que sinon après ça va devenir incompréhensible et chacun utilisera le logo qu'il voudra. Mais on pense à vous aussi et on veut porter aussi vos combats. Le T, les questions transidentitaires, eh bien, avec le plus, ça aide aussi à inclure les personnes qui sont non-binaires, qui ne se sentent ni masculines ni féminines. Ça inclut derrière l'ensemble des combats qui sont liés à l'identité de genre. Et I+, eh bien, vous avez compris, la machine. Donc le plus, il a un deuxième sens qui est que, en fait, il y a tout un tas de combats qui ne sont pas énumérés ici, et que l'on ne veut pas oublier. Et donc, en fait, le plus, il a ce double sens, et qui, à mon avis, sont tous les deux complémentaires. Il faut absolument, à mon avis, s'appuyer sur les deux. Donc, pour résumer, ce sigle LGBTI+, en fait, c'est le refus d'une norme hétéro-cis normée. C'est-à-dire quoi? On refuse le fait qu'il y ait un ordre moral, comme quoi la population devrait être hétérosexuelle, donc combat sur l'orientation sexuelle. On refuse que, ici, dans notre société, il y ait une norme cisgenre, c'est-à-dire qu'on ne considère que les gens qui se sentent conformes à leur sexe. Donc c'est toutes les luttes transidentitaires et autour des identités de genre. Bref, ici, ce sigle LGBTI+, c'est le refus d'une norme hétéro-cisgenrée. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour le sigle LGBTI+. Donc, un sigle historique et un sigle avec du sens.
Et maintenant qu'on a quelques petites notions supplémentaires en tête, je voudrais vous parler de la place des luttes LGBTI dans les mouvements émancipateurs. Et en fait, on peut se poser la question concrètement, parce qu'en fait, la thématique n'est pas vraiment dans les canons du parti, enfin en tout cas, n'est pas dans les standards attendus d'un parti comme l'UNAN. Et pourtant, eh ben, on l'aborde depuis un certain nombre d'années quand même. Et l'abord politique de la lutte contre ces discriminations trouve un regain de combativité auprès des camarades et auprès notamment des jeunes générations. Il y a plusieurs raisons à ça. Sur l'échelle des luttes, ces luttes sont relativement récentes. Elles sont relativement récentes, ces luttes. Les premières luttes organisées sont apparues dans les années 60, avec les premières luttes féministes. C'est donc relativement récent, et donc ça a été dur un petit peu à analyser au début. Mais comme toutes les particularités humaines, elles ne datent pas des années 60, elles datent bien d'avant. Et on retrouve depuis le début de l'humanité des traces de comportements non hétéronormés, des traces de diversité d'approches dans les relations entre individus, et dans le monde animal aussi d'ailleurs. Donc ce sont des questions qui ne datent pas fondamentalement d'hier. Par contre, les besoins et les approches politiques sur les questions LGBTI sont, eux, beaucoup plus récents. C'est que récemment, en fait, que l'homme a avancé sur sa construction de l'identité, sur la théorie de comment est-ce qu'on arrive à construire l'identité de chacun des individus pour justement pouvoir organiser les notions qui servent au combat LGBTI+. Je reviendrai peut-être là-dessus à la fin. En fait, les besoins politiques, du coup, ils viennent de l'avancée des conceptions de nos conditions d'être humain. C'est parce que l'on a réussi à faire la distinction entre le sexe biologique et le sexe social, donc entre le sexe et le genre, que les luttes trans, elles ont pu trouver un sel, trouver une existence, trouver une explication. Et c'est bien parce qu'on a compris que dans l'identité, dans la construction de l'identité humaine, il y avait cette différence d'approche, que ces luttes, elles ont pu s'organiser. S'il y a une question là-dessus, je la prendrai avec plaisir. De plus, les questions LGBTI, elles percent dans le débat public et dans les conversations dans la presse. Et si vous lisez d'ailleurs demain la presse, vous verrez, il y aura plein d'articles LGBTI, je vous en dis pas plus. Voilà. Alors, Paul Boccara, qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est décédé il y a 1 an et demi maintenant, avait souvent l'habitude de dire que le marxisme et l'humanisme, ce ne sont pas des dogmes. En fait, ce sont des matrices qu'il faut utiliser et qui doivent nous aider à interpréter notre environnement. Et à mon avis, cette phrase, elle est totalement vraie si on veut trouver un sens à notre combat humaniste. À mon sens, moi, le combat que je mène, c'est le combat communiste que je mène, c'est un combat pour faire en sorte que chaque être humain puisse se développer librement. Ça, c'est un fait. Mais on doit créer les conditions de cette émancipation à laquelle chacun et chacune devrait avoir accès. Et concrètement, les discriminations sont un frein à l'émancipation des individus. Il y a combien de personnes dans le monde qui s'empêchent d'être ce qu'ils ou elles sont par peur d'être discriminés? Il ne faut pas aller chercher très loin. Hein. Vous allumez n'importe quelle application de rencontre dans mon quartier aux Ulysses pour savoir qu'il y en a qui se cachent et qui ne peuvent pas s'émanciper librement parce qu'en fait, ils ont une pression sociale et parce qu'ils ont peur d'être discriminés. Et puis, les discriminations ne sont pas que des mots aussi. Ce sont des actes, souvent violents, physiquement, allant jusqu'au meurtre, et aussi psychologiquement. À titre d'exemple, j'aime bien aussi donner le taux de suicide des jeunes LGBTI. Les actes LGBTI-phobes et les discriminations, ce ne sont pas que des actes, ce sont aussi, malheureusement, ces statistiques qui montrent qu'un jeune LGBTI a 2 fois plus de risques de se suicider qu'un jeune de son âge qui serait hétéro. Pour les trans, donc les jeunes trans, ça monte à 4 fois. Il y a 4 fois plus de risques chez un jeune trans de se suicider que chez un jeune hétéro de son âge. Et ce sont quand même des données qu'il faut prendre en compte. Et donc, rien que pour ça, parce que ça empêche l'émancipation libre, on doit s'attaquer à ces luttes. On doit s'attaquer à cette lutte, et le parti y travaille en tout cas beaucoup. On a souvent tendance à opposer les luttes LGBTI+, et les luttes contre le capital. Disons, il y a le capital, il y a la LGBT. Et il y a la culture par là. Bon, la culture, c'est tout le reste. Bon, on a souvent tendance à opposer un petit peu les deux.
Moi, je ne suis pas partisan de l'opposition systématique. Moi, je pense qu'il y a des liens concrets entre la lutte contre les discriminations et la lutte contre le capital. Parce que le capital, lui, il a tout intérêt à diviser les masses. Ah oui, si les 99% se liguaient contre les 1%, je donne pas cher de leur peau. Et quoi de plus efficace pour diviser les masses? Par exemple que les discriminations. Il n'y a pas que les discriminations LGBTI qui rentrent en compte, il y a les discriminations raciales, sexistes, les discriminations liées à l'argent, il y a toutes ces discriminations-là qui existent. Et en fait, le capital se sert concrètement des discriminations pour asseoir sa domination. Ça, un exemple tout simple, parce qu'on en parle souvent en ce moment, la manif pour tous qui refait surface. Concrètement, les manifs pour tous, là, leur dernier rassemblement à la place de la République, ils étaient 3 pelés, 4 tondus. Mais ils avaient une enceinte énorme, ils avaient des camions énormes, et en fait, ils ont des moyens énormes, en fait, la manif pour tous. Et pourquoi ils ont ces moyens-là? Parce que un certain nombre de grands propriétaires savent où placer leurs œufs. Un certain nombre de grands propriétaires, un certain nombre de grands capitalistes savent où placer leurs œufs. Et le capital, lui, a tout intérêt d'investir dans un certain nombre de luttes justement pour les discriminations, justement pour continuer à asseoir sa domination. C'est un exemple parmi tant d'autres, on en creuse un certain nombre d'autres parties, parce que c'est vraiment une piste moi, que je voudrais voir creuser, mais le capital se sert des discriminations en tous les cas pour pouvoir asseoir sa domination sur les gens. Et donc lutter contre les discriminations, c'est aussi lutter contre le capital. Et donc il n'y a pas à les opposer en fait. Si on veut renverser la table de la société, si on veut renverser la table, à un moment, il va falloir renverser toute la table. Il y en a qui pensent que si on renverse le capital, demain tout le monde sera heureux. Oui. Mais qu'est-ce qui fera que, au final, Mouloud, à côté de chez moi, il se dira homosexuel auprès de ses parents? Rien. Personne. Et donc, en fait, le grand soir, la fin du capital, c'est quelque chose auquel il faut croire, évidemment. Mais ce n'est pas la fin en soi. Il y a aussi la lutte contre les discriminations, il y a aussi toutes les luttes qui sont à côté pour faire en sorte véritablement que chacun puisse s'émanciper librement. Alors, une autre bonne raison de combattre ces discriminations LGBTI, c'est que c'est la loi. La loi, la discrimination LGBTI, ce sont des lois qui font partie des discriminations qui font partie des 22 critères de discrimination punis par la loi, par le défenseur des droits. On y a aidé, on y a aidé quand on a fait inscrire lors de la loi justice du XXIe siècle que nous proposait Jean-Jacques Urvoas, vous savez, tout à la fin du mandat de François Hollande, quand il risquait plus rien parce qu'il de toute façon il se présentait plus, il a fait passer toute une série de lois et on a réussi à faire inscrire dans la loi le groupe communiste que, entre autres, soit reconnu maintenant dans les listes de discrimination officielles reconnues par la loi, les discriminations liées à l'identité de genre. Et on pourrait se dire, super, c'est inscrit dans la loi, il ne faut pas discriminer sur le genre. Ouais, sauf que derrière, tout l'arsenal de lois anti-discrimination maintenant s'applique aux discriminations liées à l'identité de genre. Et donc en fait, c'est vraiment un marqueur fort d'avancées récentes qui ont été possibles et sur lesquelles on continue à se battre. Mais le point essentiel que je voudrais aborder, c'est un point sur lequel, il faut se battre. Il faut se battre sur un gros mot qui s'appelle l'intersectionnalité des luttes. L'intersection, en mathématiques, c'est ce qu'il y a de commun entre toutes les parties. L'intersectionnalité des luttes, c'est voir tout ce qu'il y a de commun entre chacune des luttes. Et à mon avis, à mon sens, c'est le premier pas d'une lutte humaniste des discriminations. Parce que souvent, on a tendance à mettre les luttes contre les discriminations dans des cases. Donc cette personne-là, eux, ils luttent sur les discriminations sexistes. Ceux-là, ils luttent sur les discriminations homophobes. Ceux-là, ils luttent sur le racisme. Ok, très bien, et puis on leur fait confiance en plus parce qu'ils le font bien. Donc ça, voilà, pouf. Mais sauf qu'en fait, du coup, à mettre les luttes dans des cases et à ne pas créer de lien entre les cases, qu'est-ce qu'on fait? On fait en fait à créer des rapports de force entre les luttes. Et à ne pas créer les conditions de convergence entre les luttes, eh bien, on vient à les faire se mettre les unes à côté des autres et en fait recréer le même schéma en fait, qui conduit aux discriminations. On crée des rapports de force. Oui, nous on se base sur les questions de sexisme.
Donc c'est nous les plus importants et vous, vous êtes moins importants. Je l'ai entendu. Nous, on se bat sur les questions LGBTI, donc vous, les questions de racisme, bon, on n'en a rien à faire. Nous, notre combat, c'est le plus important. Et en fait, on reproduit exactement le même schéma dans lequel on est enfermé quand on est discriminé. Parce qu'en fait, au fond, et c'est quoi le cœur de Convergence des luttes ici? C'est que les discriminations, au fond, elles fonctionnent tous un peu sur le même mécanisme. C'est un rapport d'oppression entre oppresseurs et opprimés. Et si on ne fonde pas la lutte contre les discriminations sur ce petit noyau-là qui peut nous unir, eh bien on va pouvoir encore continuer des années à essayer de lutter et à rien obtenir parce qu'on ne saura pas se mettre d'accord tous ensemble. Intersectionnalité des luttes, c'est extrêmement important. Et en plus, parce que c'est important, pourquoi? Parce que ça marche. Ça marche. Les grandes conquêtes sociales de lutte contre les discriminations, elles ont été réussies quand on a cherché justement ce qui pouvait rassembler les luttes entre elles et comment on pouvait les porter. Le mariage pour tous, par exemple. Le mariage pour tous, il a fallu fédérer tous les mouvements LGBTI et donc chercher ce qui avait de commun entre toutes les personnes et toutes les associations qui se regardaient comme des chiens de faïence et qui restaient dans leur côté, pour pouvoir converger tous ensemble et pouvoir porter quelque chose qui les rassemble. Le mariage pour tous n'aura pas pu être obtenu s'il n'y avait pas eu cet effort, embryon d'effort de fait. Et donc, fondamentalement, cette intersectionnalité des luttes, elle doit nous guider si on veut combattre les discriminations dans leur ensemble. Elle est essentielle à deux exemples. Le fait que souvent, on a tendance à croire que quand on est discriminé, on a la science infuse, et donc du coup, on ne discrimine pas. Non, discriminer peut être discriminant aussi. Ne serait-ce que, je le vois tous les jours dans les couloirs de mon lycée, des élèves qui auraient toutes les raisons d'être discriminés, mais qui pour autant discriminent d'autres. Il y en a partout. Et on peut être noir, par exemple, et discriminer une femme pour ce qu'elle est, tout en étant soi-même discriminé. On peut être gay, par exemple, et discriminer une femme. Les femmes. Ça existe. Non, mais malheureusement, il y a beaucoup. En plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gays qui sont discriminants de ce point de vue-là. Et en fait, du coup, les rapports d'oppression dans les discriminations, ils sont fluides. En fait, ils dépendent du contexte. Et si le travail n'est pas fait de lier les luttes entre elles, eh bien on se retrouve avec une absence de solidarité entre oppressés. Et s'il y a une absence de solidarité, le travail de lutte contre les discriminations, il va s'en retrouver d'autant plus compliqué. Enfin, si quand même tous les discriminés arrivaient à se mettre ensemble et se dire « ouais, on est tous dans le même panier, on va tous aller à travailler pour vaincre les discriminations », on aurait d'autres résultats que ceux qu'on a en ce moment. Ça, c'est clair. Première chose. Et Marx explique très bien... Ah non, c'est pas vrai. Ça, je l'ai déjà dit. Bon, donc, première chose, c'est pas parce qu'on est discriminé qu'on n'est pas discriminant. Et si on ne fait pas cet effort de travail sur ce qui nous relie, ce qui nous rassemble, eh ben, on perd d'autant plus de l'énergie et en plus on ne fait pas grandir quelque chose qu'on pourrait prendre pour une insulte en ce moment, mais qui s'appelle une conscience de classe, grosso modo. C'est vraiment une question de classe ici. Et je l'emploie à dessein. Et deuxième raison, par exemple, deuxième exemple que je voudrais vous donner pour lequel cette intersectionnalité des luttes elle est si importante, c'est quelque chose que je nomme à cause de François le gain de cause thorésien. Vous savez, Maurice Thorez a dit que s'il fallait arrêter une grève lorsque l'on avait obtenu satisfaction sur l'essentiel. Je vais revenir là-dessus parce que souvent on me pose la question quand je me rends en formation sur le fait que on a eu le mariage pour tous. Alors le on, déjà, en plus, vous avez eu le mariage pour tous, comme si tout le monde avait eu le mariage pour tous. Voilà. Comme si c'était la seule revendication. Vous avez eu le mariage pour tous, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Quand on obtient gain de cause sur une discrimination, ça ne veut pas dire qu'en fait, il n'y a rien à faire derrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 2013, année très éprouvante où on se rappelle le contexte, les manifs pour tous, qui déboulent dans nos rues, qui disent des horreurs de partout, bref, c'était l'horreur. Et en fait, il n'y avait pas eu le travail de convergence des luttes nécessaires qui avait été fait dans le milieu LGBT. Et le milieu LGBT à l'époque, il faut se rendre compte qu'il était principalement dirigé. Les associations, les syndicats d'associations, etc., étaient dirigés par des hommes
gays pour la plupart, dont la revendication première était le mariage. Ils ont eu gain de cause sur l'essentiel, ils sont partis. Mais sauf que c'était pas un président d'association qui a arrêté de militer parce qu'il a eu gain de cause sur l'essentiel. C'est le président de l'inter-LGBT, c'est le président de ceci, c'est le président de cela, c'est le président de ceci, c'est le président de cela. Et on s'est retrouvé avec un milieu associatif LGBT qui tout d'un coup s'est retrouvé sclérosé. Il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre militante. Les lesbiennes se sont jetées les unes sur les autres et se sont jetées sur les trans, qui se jetaient les unes sur les autres, qui se sont jetées sur les machins et ceci et cela. Parce que tout d'un coup, pouf, on coupe toutes les têtes, il faut retrouver les rapports de force se retrouvent modifiés. Et en fait, concrètement, ça a été des années de gâchis. En fait. 2014, 2015, 2016, le mouvement LGBT n'a pas du tout été audible. Et aujourd'hui encore, on paye les guerres intestines entre associations et interassociations. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été fait à la base de travail sérieux sur le fait qu'il n'y avait pas que le mariage pour tous à porter, mais qu'il y avait aussi la revendication de l'ensemble de la communauté que l'on avait réussi à rassembler, qui avait aussi des choses à dire. Si on avait réussi à mettre tout le monde dans le même panier, si on avait réussi à porter des questions ensemble, les choses auraient sûrement été différentes. Le quinquennat de Hollande aurait été foncièrement, je le crois, différent. Ne serait-ce que dans les amendements qui, au final, ont été retirés sur la loi de justice du XXIe siècle, donc la loi qu'il a essayé de faire passer, qu'il a fait passer à la fin de son quinquennat, était beaucoup plus ambitieuse que ça, mais sauf que le milieu associatif était totalement sans dessus-dessous, parce qu'il n'y avait pas cette recherche de convergence nécessaire qui avait été faite. Et donc on a perdu énormément d'énergie dans des espèces de rapports de force, de reconstruction de rapports de force, qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Donc cette recherche de convergence des luttes, elle est essentielle. Et pas que dans le milieu LGBTI, c'est une petite ouverture... je suis dans le temps. C'est ma petite ouverture de fin d'intervention. C'est que il faut essayer de réussir à chercher, je pense en tout cas, tout ce qui peut nous rassembler dans nos luttes. Moi, c'est pas parce que je suis gay que je me sens pas solidaire des luttes des retraités, par exemple. Parce qu'au final, ils subissent aussi une oppression, les retraités. Ils subissent aussi une oppression de plus en plus forte, d'ailleurs, si on regarde la CSG, des choses comme ça. Ils subissent une oppression de plus en plus forte. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on réussisse à faire grandir, justement, un sentiment commun. Un sentiment commun de se sentir tous concernés dans les luttes, les unes les autres. Il y a un exemple très célèbre. Vous avez peut-être vu le film Pride. Non. Le film Pride, en fait, raconte l'histoire d'une association gay et lesbienne qui existait à Londres sous Margaret Thatcher et qui est venue en aide aux mineurs du Nord, mineurs écossais, quand il s'en est venu les fameuses réformes et fermeture de mines des corons, tout au nord. Eh bien, le résultat n'a pas été glorieux, mais il est de l'avis de tous que l'aide substantielle qu'a accordée et sur lesquelles ont travaillé ces gays et lesbiennes de Londres ont vraiment apporté des choses et ont fait avancer un minimum les choses. Ça a été moins terrible que ce qui était annoncé. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient mus du fait que leur combat, c'était aussi le combat des mineurs aussi. Parce qu'ils luttaient contre un système, ils luttaient contre des oppressions. Et moi, je crois foncièrement qu'on arrivera à obtenir gain de cause sur nos combats que si on cherche à voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et c'est pas des paroles en l'air, François. Donc, non, mais vraiment, il faut qu'on arrive à trouver ce qui nous rassemble pour pouvoir faire cause commune. J'ai visité la maison d'Elsa Triolet aussi, on l'a juste à côté dans les Yvelines cet été, et Elsa Triolet avait une phrase fort juste que je voudrais vous faire partager ici, qui est qu'on a déjà assez de son propre regard pour ne pas avoir à subir le regard des autres. Je vous remercie. Écoutez, voilà une conférence présentée de façon originale sur un sujet qui est quand même relativement neuf pour beaucoup d'entre nous et qui du même coup va susciter, je pense, un certain nombre de questions. Auparavant, excusez-moi, j'ai pas oublié la petite enveloppe solidarité, elle se déplace bien, ou elle est en train de stationner sur une chaise, elle est revenue déjà auprès de